Tac, ok. À la demande générale, voici donc une vidéo où je vais un peu plus rentrer en détail dans mon top 2023. Un peu plus en détail puisqu'il y a déjà une vidéo qui est sortie, un montage que j'ai fait avec des extraits de ces 25 films que j'ai choisis. Il y a un top 10 plus 15 on va dire. D'ailleurs merci pour vos retours concernant cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, hein. C'est quelque chose vers quoi j'aimerais bien tendre sur cette chaîne. Mais en attendant, je comprends que vous ayez envie d'entendre un peu mes avis sur tous ces films. Donc voilà, je vais essayer de revenir rapidement dans cette vidéo sur tous ces films là, de 25 films, c'est quand même pas mal, et particulièrement le top 10. Donc allez, c'est parti. Donc déjà, je tiens à signaler que vous pouvez consulter mon top 25 sur mon Letterboxd. Je ne fais pas de review dessus, donc voilà, la vidéo a un sens. Et je pense que dans un premier temps, je vais parler peut-être des films qui sont un peu inédits, un peu bizarres dans ce top, que vous avez peut-être pas entendu parler justement. Donc déjà dans le top 10, celui qui peut peut-être être un peu surprenant parce qu'on s'y attend pas forcément, mais beaucoup de gens l'ont mis quand même dans leur top, c'est La Passion de Dodin Bouffant, qui dans son titre international s'appelle The Taste of Things, le goût des choses. Un peu plus sympa que La Passion de Dodin Bouffant, et qui est un film absolument délicat, quelque chose qui m'a étonnamment beaucoup ému quand j'étais le voir. Et dans un premier lieu, c'est que en effet il a pris le prix de la mise en scène à Cannes et c'est vraiment mérité. C'est à dire qu'il y a un truc assez étonnant, c'est qu'il y a 20 minutes de film au début où il y a quasiment pas de dialogue et c'est la caméra qui te fait ressentir qu'est-ce que c'est que une équipe qui prépare un repas, la passion justement, toutes les saveurs, les odeurs, la relation entre les gens, et tout ça passe par la caméra. Et ça, dès le début, ça te pose un peu le contraste. C'est-à-dire que si tu n'es pas ému justement par ce type de mise en scène, oui, le film va être très long, le sujet qui plus est quand même assez clivant, enfin pas clivant, mais en tout cas la cuisine n'est pas forcément la sensibilité de tout le monde, c'est ma sensibilité, je suis un grand amateur de cuisine. Tout ça mélangé déjà dès le début, ça m'a emporté, et rajouter à ça les thèmes qui se déploient petit à petit dans le film, qui pour certains ont pu paraître un peu grossiers à certains moments, mais qui pour moi épousent complètement une espèce de cinéma qu'on pourrait dire asiatique concernant la bouffe, la mémoire, l'amour, le rapport entre le fait de faire à manger est aussi un travail de mémoire, est aussi un travail d'amour en fait. Donc c'est un truc qu'on voyait dans La Saveur des Ramen par exemple, qui est un film que j'apprécie énormément, et qui donc dans ce film, avec des acteurs français, retrouve cette saveur-là, jeu de mots, et qui pour moi m'a donné carrément même la larme plusieurs fois. Voilà pourquoi il est là-dedans. Et aussi Benoît Magimel, qui est 2 fois dans ce top, qui est une espèce d'étoile filante là, les dernières années. Voilà, c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. Pour continuer dans ce top 10 et des films qui sont peut-être un peu moins connus, un peu moins cités, nous avons Showing Up de Kelly Reichardt. Là encore une fois c'est très particulier, j'ai déjà noté sur Twitter que finalement ce top 10 peut être 2 top 5, c'est-à-dire que les 5 premiers pour moi c'est essentiel, c'est impossible de les remettre en cause, c'est vraiment des trucs à voir qui sont sortis cette année, et la deuxième c'est des trucs un peu plus personnels on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des petits défauts quand même, et Kelly Reichardt avec Showing Up continue en fait sa filmographie, sa manière d'appréhender le cinéma. Donc on est dans du slow movie, c'est-à-dire très lent, on pourrait dire dans la contemplation, mais on est au-delà de ça, j'en parlerai peut-être pour Perfect Days, mon premier, un peu plus tard. Et ce que je trouve exceptionnel dans Showing Up, c'est que ça fait partie des films de Kelly Reichardt qui s'attardent encore plus sur l'intimiste qu'auparavant, et presque autobiographique. C'est-à-dire que ce qui est génial à voir dans Showing Up, c'est que c'est l'histoire d'une artiste qui galère. C'est presque le film le plus réaliste sur le fait d'être artiste, et c'est quand même fait avec beaucoup de tendresse et un regard même un peu rigolo, pas qui se fout de la gueule, mais presque. Il y a Michelle Williams qui est aussi 2 fois dans ce top, comme Benoît Magimel finalement, et dans 2 rôles extrêmement différents, puisqu'elle fait la mère de Steven Spielberg, entre guillemets, de Sammy dans The Fabelmans, et ici elle fait une espèce d'artiste grumpy artiste quoi.
Donc, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez appréhender la filmographie de Kelly Reichardt, je vous recommanderais peut-être plus ces films qui sont un petit peu historiques, à costume, on va dire, comme La Dernière Piste ou The First Cow, pour déjà voir en termes de rythme et en termes de sujets qu'elle aborde, parce qu'elle parle aussi beaucoup de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que le rapport d'amis? Et c'est encore dans le Showing Up avec justement deux faces de la vie d'artiste, on va dire. Autre cinéaste un peu moins connu qui est dans ce top 10, hein, après je passerai peut-être sur les autres, c'est Alice Rohrwacher avec La Chimère, qui est un film qui est sorti un peu tardivement hein, dans l'année, que j'attendais, puisque comme pour Kelly Reichardt, c'est quelqu'un dont je suis la filmographie et qui a un ton très particulier. Là, c'est une cinéaste italienne et qui parle souvent de ce qu'est l'Italie, en quelque sorte, aujourd'hui, hier, et c'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est t'as le passé, le présent, le futur, c'est assez incroyable. C'est du réalisme magique, en quelque sorte, moi c'est quelque chose, c'est une sensibilité qui me touche vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment inédit, inouï dans son cinéma qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un film, La Chimère, qui pour moi se réfère presque à des récits qui sont de l'ordre de la mythologie. On est vraiment avec le héros de La Chimère, avec un personnage romantique, au sens premier du terme, au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a une tragédie dans ce personnage et il est littéralement en proie aux forces de l'invisible. C'est-à-dire qu'il a un rapport, notamment avec la mort, avec le monde d'en dessous, qui est très intéressant et qu'elle retransmet avec beaucoup de poésie, Alice Rohrwacher. Bref, il a beau être sorti en fin d'année, ce film m'a imprégné tout de suite et je sais que c'est un truc que je vais garder longtemps. Et puis j'avais envie de rendre hommage à cette réalisatrice, donc je conseille vraiment de découvrir sa filmographie, Heureux comme Lazzaro par exemple, qui est peut-être son plus connu, ou sinon si vous voulez vraiment juste un petit shot de ce que c'est que le cinéma d'Alice Rohrwacher et que vous avez Disney+, vous pouvez regarder La Pupille, qui était un moyen métrage qui pour moi résume bien quel est son style et... Donc voilà, alors dans les autres films qui sont un peu chelous et qui sont dans l'autre partie, on va dire, de ce top 25, chelous ou pas connus, hein, juste pas connus, je vais peut-être revenir sur 3 films qui, je suis sûr, vous intriguent parce que vous savez pas trop comment les regarder. C'est des problèmes de 2023-2024, c'est qu'il y a plein de films qui sortent mais on n'a pas forcément accès à eux. Il y a tellement de plateformes, il y a tellement de façons de voir les films qu'il y en a qui passent à l'as comme ça. Et le premier, c'est celui qui est 11e et qui aurait pu être dans le top 10 si j'avais pas un doute sur la date de sortie. Vous allez comprendre pourquoi. C'est The Spine of Night, qui est un film d'animation indépendant, mais alors quand je dis indépendant, c'est le mot est presque créé pour ce film-là, puisqu'ils ont été 2 à le faire pendant des années, et puis après ils sont devenus 4, 5, 6 je crois, mais c'est pas plus que ça l'équipe, ce qui est quand même déjà un exploit exceptionnel, et que j'ai vu en marge du festival Grindhouse Paradise, qui était un festival de fantastique et d'horreur, qui se passe à Toulouse durant le printemps. Et il y a un petit doute sur la sortie de ce film-là, puisque quand on cherche The Spine of Night sur Google, on voit que il est terminé en 2021, il a été montré qu'en 2022, je crois, aux États-Unis, peut-être dans des festivals, et que pour ma part, moi je l'ai vu donc en 2023, et je crois qu'il était sur la plateforme Shadows en 2023 aussi. Or, ça va être en 2024, ça devient compliqué les choses, que ce film va sortir en DVD, Blu-ray, je crois bien. Et puisque c'est un film qui m'a complètement pris, il n'est pas exempt de défauts, bien évidemment. C'est un film qui a été fait vraiment avec peu de gens, surtout d'animation, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exploit. Mais il entre dans un genre qui est vraiment très peu présent au cinéma, même dans la série, mais c'est la dark fantasy. Et donc ça faisait un bien fou de revoir la fantasy, mais dark. Voilà, si vous connaissez pas, je viens de vous faire une définition très très simple, avec des images hyper gore, avec des idées hyper dark dedans. Voilà, un vrai plaisir à voir cette épopée écrite comme, encore une fois, un petit peu comme La Chimère, qui est plus dans le récit mythologique des choses. Donc Spine of Night, voilà, si vous avez l'occasion, je crois qu'il est encore présent sur Shadows, je suis pas sûr, mais Spine of Night, c'est vraiment un truc à découvrir, c'est très spé, c'est très indépendant, mais putain ça fait du bien quoi. Autre film qui vous a peut-être intrigué, c'est, alors son nom, je sais pas si c'est celui-là en français, parce que je suis même pas sûr qu'il est sorti en France, c'est Missing, qui est un film japonais, un polar, que j'ai vu aussi dans ce festival Grindhouse Paradise, et qui est donc une sorte de polar thriller
hyper sombre aussi, hyper malaisant et plein de rebondissements, plein de trucs qui sont voilà, qu'on n'attend pas dans le scénario et qui vont vraiment très loin dans le gore, en fait, dans l'esprit un peu tordu. Et c'est ce que j'ai vu cette année, en tout cas en 2023, de plus dérangeant, on va dire. Et encore une fois, j'ai un peu le doute de quand c'est qu'il est sorti. C'est-à-dire que c'est une des spécificités aussi de ces tops depuis 2-3 ans, c'est qu'avec la Covid qu'il y a eu en plein milieu, on sait plus trop les films, si c'est des films de 2023 ou 2022 ou 2024, on sait plus trop. Moi, je me fixe ce truc-là de me dire c'est les films que j'ai vus en salle en particulier ou en plateforme dans l'année. Et si je l'ai vu en festival, c'est qu'il n'est pas sorti ailleurs. Parce qu'il y a une loi qui dit que, entre guillemets, mis à part si c'est du film de patrimoine, un film récent, s'il sort en festival après être sorti en salle, ben, c'est illégal. Donc je tends à me dire que finalement, que ce soit Spine of Night ou Missing, ce sont des films qui sont pas sortis avant, mais qui peut-être sortiront après. Voilà, donc peut-être que, voilà, je l'ai mis en 2023, mais peut-être que ce sera en 2024 pour vous. Mais Missing, en tout cas, c'est voilà, un film très dérangeant, plein de rebondissements. J'ai pas envie de trop vous le spoiler, j'ai pas trop envie de vous en parler, parce que c'est ça qui fait le sel aussi du truc, mais ça va très loin. Ça va très loin. On est notamment avec une description d'un tueur en série, comme l'année dernière qu'il y avait eu un peu avec Bruno Redal, mais là dans une chose plus moderne et plus spectaculaire, on va dire, en quelque sorte, puisqu'on est vraiment avec un tueur avec un fétichisme et qui tue. Voilà, dans Bruno Redal, on attendait le moment où il allait tuer. Et c'est un peu fucked up. Et la spécificité de Missing, c'est que c'est un film donc japonais qui se passe à Tokyo, je crois, ou en tout cas dans une grande ville comme ça. Et ça ne montre pas du tout le côté glamour qu'on peut avoir du Japon ou de Tokyo en particulier. Au contraire, le cinéaste vraiment s'attarde à ce qu'on soit toujours dans les poubelles, quoi, qu'on soit dans les poubelles, dans les petits recoins sombres, dégueulasses de la ville, parce que ça soit Tokyo, ou que ça soit Détroit, ou que sais-je, Paris, une grande ville, c'est aussi de grands désespoirs. Il y a des recoins très très sombres. Et c'est ça qui est très beau dans ce film et qui m'a vraiment imprégné pendant longtemps, donc du coup ça a été obligé pour moi de le mettre dans ce top, ne serait-ce que pour le faire découvrir. Si vous êtes amateur de films un peu chelous, un peu tordus. Le troisième film que je sais pas, voilà, si c'est très connu, mais moi c'est une petite marotte dans tous mes tops si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, mais c'est un film espagnol, un film de Alberto Rodriguez qui avait fait L'homme aux mille visages, qui est un autre must-see, on va dire, que j'avais mis en 2017. C'est Prison 77, qui est un film carcéral maîtrisé de bout en bout, avec une histoire vraiment particulière que je ne connaissais pas pour ma part. Comment les prisonniers, les gens mis en prison sous Franco, voyant arriver petit à petit la démocratie après la mort de Franco, va essayer de demander la grâce et de pouvoir sortir, parce que parfois ils ont été enfermés vraiment de manière très autoritaire. Donc voilà, c'est hyper maîtrisé. Il y a beaucoup de maîtrise technique assez incroyable que moi je retrouve pas ailleurs. Et voilà, c'est un grand film carcéral, il y en a peu. À un moment ça a été la mode, maintenant il y en a pas tant que ça. Et donc moi qui aime bien ce genre-là, et si vous aimez ce genre-là, Prison 77 est vraiment un film à voir et très très plaisant, voilà, si on peut dire ça. Après il y a les petits films d'auteurs très particuliers aussi, qui sont par exemple Désordre, qui est un film expérimental, un essai même, j'ai envie de dire, un essai filmique qui parle de la fin du 19e dans le Jura suisse, où en fait il y a deux entreprises qui fabriquent des horloges, qui fabriquent des pendules, et qui ont deux façons d'exister différentes. Il y en a une qui est sous le régime entre guillemets pyramidal, avec chef, sous-chef, les ouvriers et tout, et l'autre qui est plutôt dans une gouvernance horizontale, où tout le monde prend les décisions en collège et en collectif. C'est un film exceptionnel qui parle donc du coup de l'histoire, de l'anarchie aussi dans ce coin-là, de comment le capitalisme a imposé ne serait-ce que la notion du temps dans le monde, tout simplement, puisqu'il y a un truc très marrant dans ce film, c'est qu'on voit que l'heure qu'il y a dans cette entreprise ou dans l'autre ou à la mairie ne sont pas la même. Donc ça veut dire plein de choses. Donc voilà, c'est un film assez fascinant et dans sa conception aussi qui est très fascinant, puisque c'est des plans aussi. C'est parmi les plans les plus uniques en recherche que j'ai vu cette année. Pareil, c'est du cinéma qui est pas pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'œil si on est un peu aventureux et qu'on veut voir des trucs un peu différents. Un peu dans le même style, on a Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur. Sophie Le Tourneur dont je suis un grand fan de Énorme. Voilà, je le dis, mea culpa pour ceux qui ont détesté ce film, puisque
Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est du cinéma très particulier. Je vais pas m'attarder trop sur ce film-là. Vraiment, regardez-le si vous connaissez déjà le travail de Sophie Le Tourneur. Sinon, je vous conseille de voir Énorme dans un premier temps. Et si c'est pas votre cam, Voyage en Italie, ça le sera encore moins, puisqu'on est dans un truc assez radical dans même le fonctionnement de comment tourne ses films Sophie Le Tourneur. C'est-à-dire qu'à même le film Voyage en Italie, on voit son procédé d'écriture et de filmage. Et c'est un film qui est très ample, qui le montre pas comme ça. On a l'impression que c'est une petite chose, une espèce de home movie un peu chelou, mais en fait ça raconte sa cinéaste, ça raconte notre rapport à la mémoire, à comment on raconte nos vies, et donc le cinéma là-dedans. Bon, on a aussi le rapport avec le numérique, puisque c'est un film qui en effet est tourné en partie en DV. Enfin, je sais pas si en DV ou en tout cas c'est avec un caméscope, donc ça c'est un peu challengeant, hein, je dois vous avouer, mais c'est un film qui moi m'a extrêmement passionné et auquel j'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a beaucoup fait marcher le cerveau et que j'aime, voilà, parce que j'aime beaucoup notamment Philippe Catherine, il est très drôle dedans, mais c'est pas pour le goût de tout le monde. Donc voilà, je crois que là j'ai fait à peu près le tour des films un peu chelous. Maintenant on va peut-être parler des 5 premiers qui sont pour moi, bon voilà, des 5 inévitables. Donc top 5, nous avons Killers of a Flower Moon. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un film extraordinaire, c'est un film dont la durée vaut son pesant de cacahuètes, puisque voilà, il y a de multiples couches, il y a vraiment énormément de choses qui sont dites dans ce film, et ce qui est incroyable, c'est de voir la maîtrise donc d'un cinéaste qui a énormément de films à son actif et une maîtrise incroyable de son médium, pour te balancer tout ça en fait sur ce sujet. C'est pas dans cette vidéo que je pourrais faire une critique vraiment fouillée ou une analyse de ce film, peut-être qu'un jour ça y sera. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vidéo sur l'autre chaîne que je suis avec mon comparse Adrien Clément qui s'appelle Les Dipôles, où j'ai fait, sans spoiler, un petit tour d'horizon de déjà qu'est-ce que c'est que ce film et comment il a été fabriqué. En tout cas, un très très grand film, du très grand Scorsese. Il y a du très grand Lily Gladstone qui joue le rôle de Molly dedans et que j'avais découvert dans le cinéma de Kelly Reichardt. C'est drôle comment Kelly Reichardt, pour y revenir, hein, révèle des acteurs dans des registres dont on n'a pas l'habitude et que tous les autres cinéastes reprennent après. Ça, c'est incroyable. Bref, Killers of Flower Moon, si vous n'avez pas vu ça, n'écoutez pas les gens qui disent que c'est pas top. Si vous kiffez ce genre d'ambiance, si vous kiffez Red Dead Redemption 2, moi je sais pas, pensez voir ça, c'est à tomber par terre. Et en plus, ça questionne des choses beaucoup plus profondes et indécises que dans d'autres films. C'est bien qu'il y ait un peu de mystère, c'est bien qu'il y ait un peu d'indécision. Et en parlant de ça, de doute, d'indécision et tout ça, il y a Anatomie d'une chute en 4e position. Voilà, grande claque dans la gueule, hein, bien évidemment. Palme d'Or a amplement mérité. Un film pareil dont on a parlé avec les Dipôles. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez un avis un peu plus large, parfois un peu gauche, mais en tout cas, c'était l'avis du moment quand il est sorti. Ce que j'en ressens aujourd'hui d'Anatomie d'une chute, c'est qu'en effet, ce qui est très fort dans ce film, c'est que c'est du cinéma. Et en fait, je crois que c'est même le cœur du film, le cœur le plus caché et en même temps le plus évident. C'est que c'est l'histoire de comment faire renaître du cinéma dans cette espèce d'époque qui est dans l'ultra rationnel. Et pour faire renaître le cinéma, il faut faire renaître le doute. En fait, le fait qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais et que le cinéma est là pour magnifier ce doute, pour magnifier ces questionnements. Et quoi de mieux qu'un film de procès dans cette logique un peu abstraite des choses. Et donc on est très loin de la critique qu'il peut y avoir a priori au tout départ à la fin de ce film, en se disant ok, ça parle de féminisme, ça parle de je ne sais pas, de violence, ça parle de la justice. Non, en fin de compte, en le revoyant, ça parle de cinéma. Et en fin de compte, celui qui personnifie, qui est un peu l'allégorie du cinéma à l'intérieur de ce film, c'est le personnage de Daniel, qui est l'enfant, et qui est en fait le réalisateur du film, et qui décide de la fin du film. Voilà, c'est grandiose. Si vous l'avez pas déjà vu, foncez le voir, c'est quand même particulier aussi, hein. C'est du cinéma de huis clos, c'est du cinéma de procès, mais voilà, c'est un film qui va rester pendant des années, ça c'est sûr et certain. Et donc en parlant de cinéma, d'allégorie du cinéma, on va carrément y rentrer dedans avec le top 3 qui est The Fabelmans de Steven Spielberg. Comment ne pas mettre The Fabelmans dans un top en 2023 ?
en France, puisque ça fait partie des films qui sont pas sortis en 2022 outre-Manche, comme on dit, et qui a d'ailleurs fait un four aux États-Unis, qui commence à avoir son petit succès d'estime après son exploitation en salle, mais qui n'a pas été le plus grand succès de Spielberg de sa carrière, loin de là. Et pourtant, c'est peut-être le film que Spielberg tend à faire depuis des années, car dans toute sa carrière, il y a toujours eu des éléments autobiographiques mis par-ci par-là, et qui, pour les fans, ceux qui s'intéressaient à la vie de Spielberg, étaient reconnaissables. Là, on y est en plein, même si ça s'appelle pas The Spielberg, c'est parce que du coup, il cherche quand même une espèce de recul par rapport à sa propre vie pour justement faire du cinéma et pas être juste dans la confession. Pour ça, je vous conseille de regarder Spielberg ou Steven Spielberg, je sais plus comment il s'appelle, qui est le documentaire de plus de 2 heures aussi, qui raconte tout ce qu'il y a dans The Fabelmans et un peu plus. Et voilà, c'est grandiose. Comment ne pas mettre Fabelmans là-dedans, puisqu'il y a quand même dedans, parmi les plus belles scènes de 2023, des choses incroyables. La scène de montage, bien évidemment, beaucoup de gens l'ont cité, et moi, bien évidemment, moi je la cite aussi, qui est aussi une scène qui est un peu hommage à Brian De Palma, et c'est ça qui est beau aussi dans ce film, c'est que encore une fois, on pourrait croire que c'est auto-centré, que c'est d'un égoïsme total, Fabelmans, comme on avait pu penser pour Ready Player One, qui fait encore jaser d'ailleurs. Mais en fait, dans The Fabelmans, il y a des hommages à tous ces gens, et notamment les cinéastes aussi. Bon, c'est un spoil sans en être un, puisque je l'ai mis dans mon montage de top 2023, mais par exemple de prendre David Lynch pour faire John Ford, c'est pas anodin. C'est pas anodin que la séquence de montage ressemble beaucoup à la séquence de Blowout de Brian De Palma. C'est pas anodin que soient cités ces gens-là au compte-gouttes comme ça, explique quelque chose aussi de Spielberg. C'est-à-dire que même en parlant de sa propre vie par le prisme d'une autofiction, on va dire, il continue à parsemer des choses qui lui sont intimes et secrètes. Donc voilà, The Fabelmans, je pourrais en parler des heures aussi, c'est exceptionnel, ça m'a beaucoup ému. Il y a dedans un travail, encore une fois, sur l'image. D'ailleurs, en faisant le montage que vous avez vu, je me suis rendu compte de la qualité par rapport à beaucoup de films de cette année, la qualité de la photographie, des mouvements de caméra et tout. On assiste vraiment à un chef-d'œuvre, c'est-à-dire dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est un artiste qui a appris pendant des années son art, et qui là te met tout dans un film, et c'est assez incroyable. Petit bémol quand même pour la dernière partie du film, qui je trouve en termes rythmiques, mais je pense que c'est une histoire de scénario, baisse un peu. Même si la fin est géniale et tout, il y a un rythme un peu chelou. Top 2, Tar. Alors Tar, c'est un film très particulier, pareil, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un film que j'ai déjà vu 2 fois cette année, puisqu'il était sorti en janvier, je crois, 2023 chez nous. Un film qui est sorti en 2022 autre part. Et donc ce qui est assez particulier avec ce film, Tar, c'est que la première fois que je l'ai vu, donc en janvier 2023, je suis sorti de la salle dubitatif. C'est-à-dire que le film démarre, juste pour vous dire, voilà, parce que j'aime bien dire ça aux gens avant de voir Tar, comme ça met dans le bain. Le film démarre par son générique de fin, littéralement, et de la musique un peu abstraite, chelou, machin. C'est totalement intentionnel, et n'ayez pas peur, laissez-vous embarquer par Todd Field, puisque la ride est vraiment méga cool, et voilà, mais autant vous dire que si vous savez pas ça, vous démarrez le film et vous vous dites peut-être c'est pas pour moi ce genre de cinéma là, ça a l'air de péter plus haut que son cul. Mais justement, c'est ça que je me suis rendu compte après coup, c'est que justement tout le début du film, qui est très long, c'est-à-dire qu'on a le générique de fin au début, puis après on a une interview de 20 minutes au moins, ouais, peut-être moins, de Lydia Tarr, interprétée par Cate Blanchett. Plus grand rôle de Cate Blanchett de tous les temps après Galadriel. Oui, on est en face d'un personnage qui a un ego ultra dimensionnel du multiverse, quoi. C'est un film qui, moi j'aime bien résumer, de dire si il y a un film qui devait s'appeler Anatomie d'une chute, c'était peut-être Tar, puisque on voit comment une personne qui est en haut de son piédestal tombe petit à petit au ralenti. C'est ça qu'on assiste dans ce film. On voit aussi tout cet élitisme occidental dans ses intérieurs feutrés, et la violence qu'il y a à l'intérieur de ça, jusqu'à son paroxysme. Voilà. Donc c'est un film qui est fascinant, une interprétation incroyable, un film qui plastiquement moi m'a beaucoup intéressé, et qui fait référence à d'autres films. C'est pas un film qui sort comme ça sans référence aucune. On pense bien évidemment à Kubrick notamment dans ce film.
ce qui n'est pas anodin, puisque Todd Field, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui fait le pianiste, copain de Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Ouais, c'est lui, et que finalement c'est assez étonnant, mais c'est un peu spirituellement dans la même vague que ce que pouvait faire Kubrick. Je pense que ça aurait été un film qu'aurait pu faire Kubrick. Et le premier, c'est Perfect Days de Wim Wenders. Donc j'assume complètement ce top 1. Quand je dis ça, c'est parce que je sais que ce film a des défauts. Enfin, si on peut parler de défauts, on va dire que c'est pas un film qui mettra tout le monde d'accord. C'est un slow movie, c'est un film contemplatif, on pourrait dire dans une autre époque, mais vraiment le terme slow movie est propre à cette époque. C'est-à-dire que c'est un film dont on a besoin aujourd'hui. C'est un film qui fait respirer. Et comment vous expliquer? J'ai vu ce film-là au moment où il est passé à Cannes, où il y avait la diffusion dans les Gaumont, les pâtés Gaumont, des films, de la reprise des films qui étaient en compétition à Cannes. Et j'avais prévu de voir un film après celui-là, et je l'ai annulé. Parce que il m'a transpercé. Il y a quelque chose dans ce film qui est important aujourd'hui. Ça parle de thématiques qui ne sont pas abordées dans le cinéma actuel, alors qu'ils sont essentiels. Et je trouve qu'il y a encore besoin que le cinéma et la réalité discutent ensemble. Et dans le cas de Perfect Days, on parle de comment habiter la ville à nouveau. C'est pas le thème principal, hein, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent dans le film. Mais en voyant le quotidien de cet homme qui lave les toilettes à Tokyo et tout ça, on réfléchit à comment mener sa vie dans ces très grandes villes depuis que il y a Internet, qu'il y a des pandémies. Moins de liens sociaux, d'endroits où on peut se croiser. C'est comment on fait vivre la ville. Comment nous, on vit à l'intérieur de cette ville. Et donc, on suit un personnage qui a fait un vœu radical, hein, il est presque moine, quoi. Hein, et ça fait du bien de voir ce quotidien. Il y a quelque chose de reposant, il y a quelque chose qui est... Si vous voulez faire une pause, il faut regarder Perfect Days, quoi. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés par Wim Wenders, comme comment on transmet l'art, comment on transmet la culture, le rapport à l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce que doit-on continuer à avoir confiance en l'autre, entre guillemets. Moi, il y a tout ça qui est magnifique dans ce film, en plus de sa poésie visuelle, qui est assez stupéfiante et qui est due, je pense, à son dispositif. C'est-à-dire que Perfect Days, si vous ne le savez pas, c'est d'abord une commande que la ville de Tokyo avait faite à Wim Wenders, à savoir de faire un documentaire sur leurs toilettes qu'ils avaient construites, notamment pour les JO. Or, il y a eu la pandémie au milieu. Or, entre-temps, Wim Wenders, qui est déjà un grand fan du Japon, hein, a rencontré cet acteur exceptionnel qui mérite amplement le prix à Cannes, qui est Koji Yakusho, et rencontré le co-scénariste, pour ne pas dire le scénariste de Perfect Days, qui est Takuma Takazaki, et qui, tous les trois, ont décidé de pas faire un documentaire, mais de prendre donc cette commande de la ville de Tokyo et leurs talents respectifs pour faire une sorte de petit film sur qu'est-ce que c'est la vie aujourd'hui, de faire un espèce d'instantané poétique sur ce qu'ils ressentent de Tokyo aujourd'hui. Le film a été tourné en 2 semaines, ça a été très très rapide à tourner, caméra mobile, l'acteur principal, Koji Yakusho, qui se met à fond en mode méthode dans le personnage, qui devient vraiment un pro aussi du lavage des chiottes à Tokyo. Et tout ça, combiné, toutes les planètes sont alignées. Le film sort à un moment où il y a besoin d'avoir une espèce de phare comme ça dans la nuit. Ça, c'est un truc qui est inexplicable et qui, moi, m'a vraiment ému, qui m'a vraiment marqué, qui m'a touché. Je peux comprendre que certains sont pas réceptifs à ça, mais voilà. Moi, ça a été vraiment un truc qui est resté, puisque je l'ai vu 5 mois avant tout le monde, 5-6 mois avant tout le monde, et je ne faisais qu'en parler et attendre que les gens le voient en salle enfin, pour savoir si j'avais rêvé ou pas. Bon voilà, j'ai fait un melting pot assez rapide de tout ça. Je pourrais parler des films d'animation autres que Spine of Night. Il y a Suzume, c'est voilà, Makoto Shinkai, c'est toujours assez exceptionnel, et celui-là, il a un petit ton particulier. Mars Express, hein, je l'ai mis dans mon top 10 parce qu'il faut promouvoir ce genre d'initiative. J'étais un peu dubitatif avant d'aller le voir, mais force est de constater qu'il emporte tout. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien écrit, même si parfois il y a des petits défauts selon moi. Je trouve ça quand même assez exceptionnel. Et puis en termes de science-fiction cette année,
c'est la meilleure proposition que j'ai vue. Peut-être la meilleure proposition avec Le règne animal, et comme ça on aura fait tout le top 10. Il a eu beaucoup de succès cette année, Le règne animal, et tant mieux, puisque en effet c'est une vraie proposition de fantastique. C'est une adaptation officieuse des livres de Damasio, tout simplement. Et c'est génial parce que c'est du fantastique à la française, du vrai fantastique à la française, qui demande à avoir une suite. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je voudrais bien voir une suite au règne animal qui soit pas la suite directe. Hein. Entendez bien, je parle de vraiment une suite esthétique, une suite d'idées, et qu'on y aille à fond avec cette idée-là. C'est formidable. Pour ce qui est du reste, Babylone, Indiana Jones, des trucs qui ont été vraiment très critiqués à droite et à gauche, mais que moi, en simple spectateur absolument naïf, j'ai pris mon pied devant. Ensuite, Mission Impossible Dead Reckoning, meilleur blockbuster de l'année, ne serait-ce que pour les 30 dernières minutes, il devait être dans ce top parce que j'ai pas vu autre chose comme ça cette année. The Killer et To Catch a Killer, Misanthrope, le David Fincher de l'année et le proto David Fincher de l'année. Un qui est complètement désespéré et qui m'a beaucoup fait rire et j'ai pris beaucoup de plaisir devant, et l'autre qui est une vraie tentative de polar moderne qui rend compte aussi des leçons du passé, donc on pense à David Fincher de Seven, mais aussi au Silence des agneaux, mais aussi à tout plein de films comme ça des années 90, 2000, mais mis au goût du jour avec des thématiques très actuelles et vraiment qui fait froid dans le dos. Omar la fraise, putain, on termine avec le meilleur je crois. Omar la fraise, comédie de l'année. J'étais pété de rire plusieurs fois dans ce film. Reda Kateb et Benoît Magimel, dans un tout autre registre que La Passion de Dodin Bouffant, sont exceptionnels dans ce film, qui est un espèce de portrait de l'Algérie moderne, actuelle, par le prisme de deux schlags absolus, de petites frappes, pas petites frappes, mais des gros malfrats qui se comportent comme des petites frappes, dont l'un est obligé de rester à Alger pour écoper sa peine. Voilà, c'est exceptionnel. Ça y est, dans le montage du top, il y a des moments très très cultes là-dedans, et surtout pour une espèce de renouveau du cinéma français par ce prisme-là, où il y a toute l'énergie qu'on pouvait trouver dans les trucs de Courtrage May, par exemple. Il y a vraiment par moments des explosions de violence comme j'attendais pas dans ce film, et en même temps il est très drôle, et en même temps il est émouvant. C'est un must-see, vraiment. Regardez Omar la fraise si vous voulez regarder un truc un peu alternatif quoi. L'enlèvement de Marco Bellocchio, film qui est difficile à regarder de par son thème, de par sa longueur et de par la manière dont Marco Bellocchio épouse complètement les sentiments qui traversent ce récit. C'est quand même un film qui est très perturbant et qui remet en cause beaucoup de choses et qui permet de se foutre de la gueule de ces institutions absurdes que l'on fait depuis des siècles. Et en même temps, de montrer qu'au milieu de ça, on est juste des humains victimes du lavage de cerveau de ceux qui veulent le pouvoir, en quelque sorte. C'est un film qui est dans la droite lignée de ce qu'avait fait Marco Bellocchio aussi pour la série qu'il avait fait pour Arte, j'ai plus son nom du tout. On est entre rêve, réalité, on est dans un truc très particulier, très de cet auteur italien qui est maintenant à plus de 80 ans, je crois, et qui est absolument exceptionnel et qu'on retrouve ailleurs. Vraiment des idées de mise en scène et une liberté de ton que on voit pas ailleurs. Qu'est-ce qui me manque là-dedans ? Il me manque La Ultima Notte di Amore, comment il s'appelle ? Dernière nuit à Milan, qui était un bon petit polar bien ficelé, qui, quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, bon petit polar ficelé, mais finalement, je l'ai retenu, je l'ai toujours en tête. C'est le film du dimanche soir qui manquait. Et puis Sick of Myself, alors on va terminer par ça, film hyper cynique, mais un film qui m'est resté en tête, et puis je voulais arriver au top 25, donc il fallait bien que je rajoute des choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 25 films que j'ai choisis dans un ordre foutraque. J'espère que je vous ai donné envie de les voir, ou de les revoir d'un autre œil et tout. Peut-être que à l'avenir, je reviendrai plus en détail sur certains, parce que vraiment cette année 2023, ça a été un cru mais exceptionnel. Sûrement dû avec cette histoire de Covid qui fait retarder certains films et d'autres non. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à cette chaîne. Merci pour vos likes déjà et vos commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre en bas vos tops à vous, ou si vous avez un désaccord avec moi, ou un accord, hein, tout simplement. Restez cool entre vous, avec moi. Et sur ce, je vous dis ciao Internet, et très bonne année en fait. Hein, meilleurs vœux.